Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Azur Arena d'Antibes pour cette conférence avec un très beau plateau. Vous savez, c'est le salon des légendes et ce soir, on a vraiment des grands sportifs avec nous, des légendes. On va vous les présenter dans un instant. Dans le cadre de ce forum, donc on le rappelle, à la création, à la reprise, à la transmission d'entreprises. On va aborder ensemble pendant plus d'une heure les différents points communs qui relient l'entreprise et le monde du sport. Nos invités interviendront bien entendu sur leur parcours sportif, évoqueront leur reconversion, la création de leur entreprise et ils répondront bien entendu à toutes vos questions. Cette conférence s'intitule Sportifs et entrepreneurs, une préparation exigeante. Alors avec nous ce soir, Anne-Gaëlle Myri-DeVos, l'ex-gardienne de l'équipe de France de water-polo, championne de pentathlon moderne. Alain Bernard également, l'Antibois double médaillé olympique, quadruple également médaillé aux JO de 2008 et de 2012. William Moty, décathlonien, 2 fois finaliste olympique. Et puis Sylvain Marco, ex-basketteur professionnel à Antibes, à Paris, à Monaco et à Golfe-Juan aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à chacun de nos sportifs, de nos invités ce soir, de se présenter, de nous rappeler un petit peu, dans les grandes lignes, bien entendu, leur parcours sportif. On commence par vous, Anne-Gaëlle Myri-DeVos. Bonsoir à tous. Alors, pour ma part, j'ai pratiqué que du sport individuel jusqu'à mes 20 ans, dont le pentathlon moderne avec un titre de vice-championne de France junior cette année-là. Et cette même année, j'ai découvert le water-polo à Nice. On a créé une équipe féminine dans un club qui était déjà à haut niveau. Et 9 ans après, on était championne de France. J'étais gardienne de l'équipe de France également. J'ai arrêté pour laisser un peu plus de place à la famille et à ma vie professionnelle. Et à 40 ans, j'ai repris le pentathlon moderne avec un titre podium 3e en championnat du monde en pentathlon moderne, master cette fois. Voilà pour le parcours sportif. Dans les grandes lignes, on évoquera bien entendu la reconversion. Dans un instant, Alain, quelques mots. Alain Bernard, quelques mots sur cette merveilleuse carrière, ces merveilleux titres. Oui, alors moi j'apprends à nager du côté d'Aubagne, le pays de Marcel Pagnol, à l'âge de 4-5 ans. Et en fait, je rêvais de faire du foot quand j'étais gamin. Parce que quand j'ai 10 ans, je vois l'Olympique de Marseille qui gagne. Et donc, comme tous les gamins de 10 ans, j'ai envie de jouer au foot. Donc, comme je faisais déjà de la natation, ben, j'ai terminé la saison. Et puis la saison d'après, mes parents m'ont dit, allez, termine la saison, etc. À 15 ans, je rejoins le Cercle des nageurs de Marseille pour faire m'engager dans un projet de haut niveau. Donc, 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7, presque 50 semaines par an. Et donc, 10 ans après, je deviens champion olympique à Pékin avec 2 autres médailles. J'aurais battu 6 records du monde dans ma carrière. J'aurai une autre médaille olympique en or à Londres en 2012 où je déciderai d'arrêter ma carrière. Et il y a eu une phase de réflexion, de transition, justement, savoir qu'est-ce que je fais après cette carrière et tout, même si j'ai envisagé beaucoup de choses. J'ai pas forcément fait ce que j'envisageais, mais ça m'empêche pas d'être épanoui et voilà, de trouver mes marques encore au quotidien dans l'entrepreneuriat. Et on en parlera bien entendu dans un instant. William Moty, votre parcours sportif en quelques mots. Bonsoir. En fait, moi, j'ai déjà grandi sur Antibes. Donc, depuis petit, j'ai commencé les sports dans les écoles antiboises et puis ensuite, commencé par le handball. Et l'hiver, le handball, l'été, l'athlétisme. Et puis, l'athlétisme a bien marché. Donc, à 19 ans, je suis parti aux États-Unis faire mes études. Ça a été pour moi quand même le tremplin de la réussite parce que c'est sûr que là-bas, ils mettent quand même tout sur un plateau pour qu'on réussisse. Et à partir de là, dès la première année importante en 84, donc je participe aux JO à Los Angeles, je termine 5e. Et ensuite, les Jeux de Barcelone 92. Donc je commence ma carrière dans les années 80 jusqu'en 95. Voilà. Voilà, très beau parcours. Et puis Sylvain Marco également, le basket. Bonsoir. J'ai commencé le basket à 13 ans, 12-13 ans. Je suis originaire de Béziers, dans une région plutôt rugby. Mais comme je étais déjà très très grand à l'époque, je me suis orienté vers le basket. Rapidement, j'ai été pris sport-études, le cursus classique. J'ai terminé à Antibes, où j'ai commencé ma carrière pro. J'ai été champion de France avec Antibes, ensuite vice-champion de France avec Monaco. Et puis, j'ai terminé en semi-pro à Golfe-Juan, le temps d'assurer la reconversion.
Voilà. Et on parlera bien entendu de cette reconversion. On excuse ce soir votre fils Julian Motti qui devait nous rejoindre, aussi grand basketteur également, qui a eu un empêchement. Excusez, il a eu un petit contretemps sur Nice, un accident, enfin pas accident, un problème de moto. Rassurez-nous. Oui, pas d'accident. Bon. Et simplement, lui aussi, basketteur professionnel, il est Antibois. Pareil, il a commencé le sport ici, un peu d'athlétisme et puis du basket. Et ensuite, il a monté sa boîte de préparation physique et de coaching personnel. Parfait. Voilà, on parlera de lui. Vous parlez de lui un petit peu dans un instant, les conseils que vous lui avez prodigués, bien entendu, pour monter son entreprise. Alors, on va parler maintenant de la reconversion, comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous. Anne-Gaëlle Méry-DeVos, parlez-nous un petit peu de ce moment, effectivement, où vous avez commencé à y penser lorsque vous étiez sportive. Quelle démarche avez-vous entrepris? Comment petit à petit les étapes se sont passées? Racontez-nous. Alors, j'aime bien dire que j'ai eu de la chance parce que j'étais une fille et qu'en tant que fille, je n'étais pas payée pour ce que je faisais en côté sportif. Voilà. Et donc, j'ai enchaîné mes études sur démarrer une carrière professionnelle traditionnelle, on va dire. Donc, il n'y a pas eu de reconversion pour moi. Quand j'ai toute ma carrière de water polo, donc de mes 20 ans à mes 30 ans quasiment, ben, en fait, je suis juste rentrée dans le monde du travail. Et au moment où je m'entraînais le plus, je me souviens, j'avais trouvé un boulot en face de la piscine Jean-Bouin à l'Acropolis, au Célis Square Habitat pour ne pas les citer. Et donc, en fait, le matin, j'allais m'entraîner. J'allais à l'agence. Le midi, j'allais m'entraîner. Je retournais à l'agence. Le soir, j'allais m'entraîner, puis je rentrais chez moi. Et donc, au bout de 10 ans, j'ai arrêté à ce rythme-là, parce que mon mari m'a dit bon, à quel moment tu te calmes un peu? Voilà. Donc, il n'y a pas eu vraiment il n'y a pas eu du tout de reconversion. J'ai juste enchaîné les deux. Voilà. Et on évoquera dans un instant, bien entendu, aujourd'hui, ce que vous faites en tant que coach, concernant votre entreprise. Alain Bernard, comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Voilà, l'idée vous est venue? Dit bon, allez, il faut que je pense à ma reconversion, il faut que je m'y mette. Vous avez arrêté votre carrière, vous le disiez. Oui, j'avais 29 ans en fait. 29 ans. Donc à 29 ans, il y en a qui disent mais t'es super jeune, pourquoi t'arrêtes déjà de nager? Oui, c'est tôt, mais après 50 000 km en nageant, ça tire un petit peu sur les épaules. Donc voilà, quand on a une voiture neuve à 50 000 km, elle est un peu moins neuve, donc le corps humain, il est un petit peu usé. Et puis surtout envie de faire autre chose, envie de découvrir d'autres choses, parce que j'ai pas eu de cursus universitaire. Moi, j'ai arrêté mes études au niveau du baccalauréat. Après, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et d'entraîneur à haut niveau pour m'assurer une potentielle reconversion en tant qu'entraîneur. Et finalement, je n'ai pas choisi cette voie. J'ai signé un contrat aussi avec la gendarmerie où j'étais pendant 5 ans détaché à temps plein et payé par l'institution pour m'entraîner, faire mes stages et mes compétitions et représenter l'institution militaire. Donc, on a la chance d'être... à l'époque, une centaine de sportives et sportifs de haut niveau à être accompagnés par la défense, comme ça, pour promouvoir les valeurs communes d'engagement, de dépassement de soi, de rigueur, etc., sur lesquelles ils nous utilisent sur des campagnes de recrutement aussi. Donc ça, c'était quelque chose d'assez confortable. Et c'est quand je suis arrivé en Antibes, justement, à partir de 2008, où j'ai remporté mes médailles olympiques, j'ai eu mes premiers contrats de partenariat, mes premiers contrats d'image, en fait, parce que la natation n'est pas un sport professionnel. On n'est pas payé pour être nageur. On commence à gagner notre vie du moment où on est un petit peu bankable finalement pour des marques. Et là, c'est notamment EDF qui a cru en moi au tout début, et puis d'autres marques se sont enchaînées, et EDF m'a accompagné dans cette reconversion pour faire des conférences, des séminaires en entreprise et faire ce parallèle entre le monde du sport et de l'entreprise aujourd'hui. Et grâce à, voilà, ça fait 17 ans que je suis en partenariat avec eux, donc ça m'a permis d'assurer une transition un petit peu douce entre l'arrêt de ma carrière et finalement les projets d'entrepreneuriat que je me suis lancé, qui sont liés autour de l'apprentissage de la natation. Voilà, j'ai constaté il y a quelques années qu'il y avait une recrudescence des noyades en France, et je me suis senti extrêmement légitime pour essayer d'apporter des solutions, enfin trouver des choses sur lesquelles on peut agir pour lutter contre ces noyades. Et donc, le meilleur moyen de ne pas se noyer, c'est d'apprendre à nager. Et donc, j'ai développé des outils numériques, et notamment, je me suis associé dans une start-up qui s'appelle Poulon, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Oui, donc, on diffusera un petit extrait, on diffusera un petit film, effectivement, et on en parlera plus en détail. Voilà, l'idée, c'est de trouver du sens et d'utiliser un petit peu les compétences qu'on a trouvées au sein de nos carrières sportives respectives. Je sais pas vous, mais moi, je suis quelqu'un d'assez têtu. Et donc, voilà, quand je crois en quelque chose, j'essaie de mettre beaucoup d'énergie pour aller au bout de cette chose. Et
qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, l'idée c'est de faire le bilan et de se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que je continue dans cette voie ou est-ce que je change littéralement de cap. Je pense qu'on a cet état d'esprit qui nous aide finalement dans notre conversion. Et j'ai choisi finalement une voie d'instabilité professionnelle parce qu'aujourd'hui je suis à mon compte, j'ai pas de CDI, etc. Donc c'est un apprentissage permanent, mais ma curiosité m'aide, je pense, à avancer là-dedans. Parfait. William Moty, comment ça s'est passé pour vous? Moi, ça s'est passé assez simplement parce que j'ai vraiment ressenti le besoin de transmettre et de m'occuper des autres, un peu dans le même esprit, un peu de chance, comme tu disais, dans le sens où je voulais entraîner, mais je voulais m'occuper des enfants dans les écoles pour leur faire découvrir le sport, leur faire aimer le sport. Et j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque une personne extraordinaire, sportif, Antibois, qui était le directeur des sports, qui n'est autre que Daniel Ledan, qui était un ancien professionnel de basket, et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a pris sous son aile, qui m'a formé, qui m'a appris le métier, et qui m'a ensuite laissé dans les écoles. Et depuis, ça fait 30 ans, et je continue à le faire. Et ça a été une transition assez simple, parce que je passais du stade des baskets et du survêt, je gardais le basket et les survêts avec les enfants dans les écoles, et pour mon plus grand plaisir, parce que c'est même pas un travail, c'est vraiment une passion. Mais c'est un peu dans le même esprit qu'Alain, d'avoir le ressenti, le besoin d'apporter quelque chose. Et vous avez été l'un des premiers coachs, je veux dire, l'un des premiers à créer une entreprise de coaching sportif. Et au-delà de ça, après, en plus du service des sports, donc qui a été un métier de fonctionnaire, j'ai créé un petit peu avant les années 2000, dans le 98, ce qui était parmi les précurseurs de coaching personnel. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et j'ai commencé à développer ça tout doucement, et maintenant ça roule. Et maintenant ça roule. On va en parler également. Sylvain Marco, comment ça s'est passé pour vous? La reconversion, pour moi, s'est passée totalement au hasard. J'avais 30 ans à l'époque et théoriquement, il me restait encore 6-7 ans de basket dans les jambes où je pouvais gagner ma vie sans trop de problèmes. Et un soir, en discutant avec un ami, je lui ai dit que boucher, ça me plairait bien comme reconversion pour plus tard. Il l'a répété à sa femme l'a répété à son boucher. Son boucher m'a dit « Venez faire un stage pour voir si le métier vous plaît pendant 15 jours ». Et au bout des 15 jours, il m'a proposé de rester et j'y suis resté 7 ans. Voilà. C'était un peu... Donc j'ai trouvé du travail alors que j'en cherchais pas. Et depuis, voilà, ça a continué comme ça. Voilà, et vous êtes heureux, bien entendu, on en parlera dans un instant, puisque vous avez monté votre propre entreprise. Hein. Aujourd'hui, vous êtes installé à Biot, au Migranier exactement. Voilà. On va revenir avec Anne-Gaëlle Myri-DeVos, effectivement, sur... on a évoqué un petit peu donc, cette reconversion, comment est-ce qu'elle s'est déroulée un petit peu dans les premiers temps, les premiers mois, les premières semaines. Vous avez donc créé votre entreprise, Anne-Gaëlle Myri-DeVos. Alors, quelle entreprise avez-vous créée? Que faites-vous? Racontez-nous. Alors, pendant 10 ans, pendant le water polo, je faisais en parallèle, j'étais dans l'immobilier. Et au bout de 10 ans, j'étais directrice d'agence, toujours chez Square Habitat, pour les agences d'Antibes et Biot. Et seulement un jour, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'avais fait le tour de l'immobilier, j'avais plus la passion, plus vraiment l'intérêt que je pouvais avoir dans les débuts. Et j'ai décidé de quitter ce poste pour autre chose. Alors quoi, je ne savais pas encore, mais je savais ce que je voulais plus faire. Plus d'immobilier. Plus d'immobilier. En fait, ce qui s'était passé, pour rappel, donc jusqu'à 20 ans, je n'ai fait que des sports individuels. À 20 ans, je découvre le sport collectif avec la création d'une équipe. Donc, on se retrouve ensemble à découvrir le travail d'équipe au travers du sport. Et j'ai adoré. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie à ce moment-là, dans le travail d'équipe. Et j'ai vu la transformation de l'équipe de cette création au plus haut niveau, y compris avec le travail en équipe de France. Et donc, quand j'ai quitté, j'étais directrice d'agence, je manageais des équipes, j'ai eu envie d'accompagner les équipes pour finalement partager cette passion du collaboratif pour ce que j'en avais vécu. Je me suis formée au coaching d'équipe et d'organisation, puis au coaching individuel, professionnel, donc, de manière à pouvoir accompagner les équipes. Et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Anga Coaching. Il y a maintenant, c'est la 9e année, depuis 2016. Et vous le dites avec zéro réseau. Alors avec zéro réseau, puisqu'en fait je venais de Nice, j'ai été directrice à Antibes et Biot que depuis 1 an au moment où je quitte. Donc finalement sur la zone sophipolitaine où je venais de m'installer, effectivement je n'avais pas encore de réseau. Donc je me suis lancée dans le grand bain.
sans filet, Sans filet. sans brassard. Sans brassard. De quelles aides avez-vous bénéficié? Alors, des aides qui ont été vraiment incroyables. Et encore une fois, finalement, d'un réseau que je n'avais pas, j'ai tout de suite été accompagnée par des équipes. Il y a eu l'Avarap. L'Avarap, qui est une association qui est d'utilité publique, qui est nationale, mais qui existe ici en local. L'Avarap 06, qui consiste à accompagner les cadres et assimilés dans leur reconversion professionnelle. Et le travail qu'on fait à l'Avarap, c'est des groupes d'une quinzaine de personnes qui se réunissent et qui vont travailler ensemble à avancer dans leurs projets professionnels respectifs. Donc ça va s'apparenter au co-développement professionnel pour ceux qui connaissent. Donc il y a eu l'Avarap et il y a eu la chance de pouvoir tester mon activité en couveuse, avec la couveuse 06. Et ça, c'était extraordinaire parce que c'était une transition tout en douceur, pouvoir tester son activité sans tout de suite se lancer, créer son entreprise étant donné que je venais d'une famille plutôt fonctionnaire, on n'avait pas l'esprit entrepreneur, donc j'étais hyper contente de pouvoir finalement démarrer, accompagner, bien coucouner. C'est important de ne pas être seul dans cette période-là, dans ces parcours-là. C'est le premier parallèle que j'ai envie de faire avec le sport, c'est que finalement, même en sport individuel, on n'est jamais seul, on bénéficie d'une infrastructure, de compétences autour de nous qui nous amènent du niveau débutant au plus haut niveau si on a envie. Donc, voilà. On va passer la parole à Alain Bernard également aussi. Quand vous avez décidé, alors on va parler effectivement de vos traits de caractère. À partir de quel moment, parce que voilà, vous avez été aidé, donc vous le disiez tout à l'heure, par EDF. À quel moment vous êtes lancé dans la création de peut-être la première start-up? Non, j'en ai qu'une, de toute façon, c'est assez simple. Ouais, mais non, c'est une opportunité d'une rencontre d'un ami avec qui je m'entraînais à Marseille il y a quelques années, qui a fait un tout autre métier, qui est parti vivre outre-Atlantique au Canada pendant plusieurs années, et donc qui est rentré en France et qui a eu l'idée folle justement de développer ce concept-là que je vais vous présenter. Donc ça date d'il y a 3 ans à peine de ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon seul projet, parce que je me suis associé dans d'autres entreprises en tant qu'apporteur d'affaires sur des entreprises qui sont plus viables, notamment avec des caméras pour analyser les mouvements de nage en natation, etc. Et donc, comme je disais, le fait d'être accompagné par des partenaires ou autres, j'ai envie de me diversifier, le temps de trouver le modèle économique de cette start-up qui permet justement d'apprendre à nager avec un maximum de divertissement. Donc ça a été finalement une opportunité, j'ai envie de dire, que j'ai su saisir, et j'espère pouvoir continuer à en parler dans 3, 4, 5, 10 ans ou plus. Ça voudra dire que le modèle sera abouti. Néanmoins, je ne me jette pas pieds et poings liés là-dedans sans réfléchir. Je prends le temps de faire mûrir les choses, parce qu'on est sur des marchés où c'est très complexe, les temps sont très longs, on va négocier avec les collectivités ou avec des entreprises qui exploitent des piscines, et donc entre le premier contact et le moment de la transformation, il peut s'écouler entre 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans. On est sur des process et des temps très longs. Donc, il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Et ce que je disais, le trait de caractère, le fait que je sois têtu et que je lâche jamais l'affaire, je pense que c'est pas parce qu'une fois on me dit non que je ne retourne pas sous un angle différent avec mes collègues pour essayer de vendre la solution. Alain, on va peut-être lancer le film. Oui, voilà, en fait, mieux que des mots, en fait, juste techniquement pour en parler, oui. Ce sont des vidéoprojecteurs qui sont placés sur la paroi latérale d'une piscine, et par association de ces différents vidéoprojecteurs, il y en a 6 sur toute la longueur. On crée une seule et même image, et donc ça donne un résultat comme ça. D'accord. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'avantage du numérique, en fait, c'est de toucher aussi une population beaucoup plus jeune qui aujourd'hui est face sans cesse à des écrans, à des réseaux, etc. Et donc, ce qui est très important de comprendre en natation, c'est que
en fait, depuis des millions d'années, nous tous, on a évolué sur Terre à la verticale pour être sur des appuis solides. Et dans l'eau, on est à l'horizontale sur des appuis fuyants. Donc, je fais souvent cette comparaison entre le moment où on apprend à marcher vers nos 1 an. En fait, tous les jours, on s'exerce à marcher. On s'exerce à mettre un pas devant l'autre et à tenir notre équilibre, etc. Dans l'eau, on s'y entraîne beaucoup moins. C'est pour ça que ça nécessite un entraînement, une récurrence permanente pour trouver son propre équilibre. Le fait de diffuser ces images dans le fond du bassin, ça permet aux enfants et aux jeunes ou celles et ceux qui ne sont pas très à l'aise dans l'eau de trouver leur propre équilibre tout en détournant leur attention. Et en fait, on a fait le test justement à Nautipolis où on a installé ça. Pendant une semaine, il y a des enfants qui apprenaient à nager dans le petit bassin où ils avaient pied et ils avaient l'appréhension d'aller, je crois, en milieu de semaine, le mercredi ou le jeudi dans la piscine à grande profondeur où il n'avait pas pied. Et donc, des mamans, des parents nous disaient j'appréhende un petit peu, comment est-ce que va réagir mon enfant, il n'a pas pied. Et en fait, les enfants, on les a mis dans l'eau. Avec ça, au fond de l'eau, ils ont juste oublié d'avoir peur. Et donc, l'ambition de ce développement, c'est d'apprendre à nager dans un temps beaucoup plus court une population pour pouvoir accueillir plus de populations. Parce qu'il y a eu un cas depuis les années 70, c'est la construction des 1000 piscines en France. Ces piscines sont devenues obsolètes, ça coûte cher. On a vu l'augmentation des prix de l'énergie. Une piscine publique, c'est le deuxième bâtiment public le plus énergivore derrière un hôpital. C'est un service public qui coûte énormément d'argent à la collectivité. Et de ce fait, il y a des établissements qui ferment et des communes qui ne peuvent pas réouvrir des piscines parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et par effet de domino, eh bien, il y a des enfants qui n'apprennent pas à nager parce qu'ils ne peuvent pas aller dans une piscine alors que c'est le seul sport qui est obligatoire à l'école. C'est pas William qui va me contredire. Mais si on ne sait pas jouer au foot ou si on ne sait pas jouer au tennis, on risque pas de mourir. Si on ne sait pas nager, on risque de mourir. Donc voilà, il y a différents enjeux et c'est sur cet axe-là, je pense qu'il est très très sensible et ça donne cette motivation d'aller encore et toujours essayer de trouver des solutions pour trouver des fonds, pour trouver le moyen de faire évoluer cette techno, etc. et de le démultiplier. Et faire baisser le nombre de noyades qui est exactement, la noyade, c'est la croissance. première cause de mortalité chez les moins de 12 ans. Il y a 1100 à 1200 noyades par an, donc 350 à 400 s'en suivent de décès en France. Vous imaginez comment imaginer dans un pays aussi développé que le nôtre, après avoir nagé 50 000 km dans ma carrière, qu'il y ait autant d'enfants qui se noient. On entend des drames qui arrivent dans des piscines privées, dans des espaces naturels, mais vous imaginez faire un repas de famille ou entre amis, et puis d'avoir votre enfant ou l'enfant de vos amis ou de votre famille qui se noie par quelques secondes d'inadvertance. Il faut savoir qu'au bout de 30 à 40 secondes, on commence à boire de l'eau. Une noyade, c'est vraiment inaudible. En fait, c'est pas comme dans les films où on dit au secours, viens me chercher, etc. C'est le petit qui perd pied ou la petite qui perd pied qui essaye de se débattre. En 30 secondes, elle prend de l'eau et chaque minute qui passe, il y a 20% de moins de chances de le ramener à la vie. Et donc, c'est juste dramatique. Donc, il y a bien sûr cette vigilance à avoir. La première, c'est sécuriser les piscines. Et quand bien même les piscines sont sécurisées, être toujours vigilant autour de nous. On est des concitoyennes, des concitoyens. On doit prendre soin aussi des uns des autres quand on va se baigner à la mer et qu'on voit une personne un peu en difficulté ou même qu'on pense qu'elle est en difficulté, c'est au moins aller vers elle pour éventuellement donner l'alerte si on ne peut pas la sortir de l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc Poulon à Nautipolis, vous allez le développer dans d'autres piscines. Poulon à Nautipolis, c'était une phase de test. Oui. Là, on a installé une V1 à Granville, dans le nord de la France. Sur le marché des 4000 piscines existantes en France, on a fait une shortlist de 300 bassins qui sont potentiellement équipables. Donc voilà, dans 1 mois et demi, on retourne pour la 2e fois au Salon des Mers et on a une quinzaine de bassins en attente et on espère aller plus vite. Donc on a besoin de fonds, s'il y en a qui ont un peu d'argent pour une cause on passe noble, le message. Voilà, on passe le mot. Voilà, on parlera aussi du développement. William Moty aussi dans votre domaine, coaching sportif. Alors, beaucoup plus modeste qu'Alain, parce que moi j'ai commencé donc le coaching personnel et le coaching privé tout simplement au stade, petit à petit, parce que c'était pas très connu, pas très développé. Donc il a fallu se créer une sorte de réseau, mais encore une fois, comme toi, pas de publicité. Ça a été sur dans les années 2000, c'était à peu près. Peine, oui, voilà, dans les années 2000. Donc c'était grâce à ma carte de visite des Jeux Olympiques une porte d'entrée dans le monde du sport professionnel, c'est-à-dire où les gens payent pour faire des activités sportives. Et en fait, ça s'est développé petit à petit et ça s'est transformé de plus en plus avec beaucoup d'autres sportifs, parce qu'au départ, je faisais surtout de la préparation physique ou pour des gens qui avaient besoin de faire de la remise en forme. Et maintenant, ça se transforme beaucoup pour des sportifs, basketteurs, rugbyman, footballeurs, qui ont besoin d'apprendre à courir mieux,
Parce que s'ils courent mieux, ils sont plus rapides. S'ils sont plus rapides, plus efficaces. Et parfois, c'est tout petit peu plus rapide. C'est un ballon, mais un ballon, c'est un match gagné, ça suffit. Et donc, je travaille beaucoup plus maintenant sur... j'ai un petit peu dévié parce que maintenant, j'ai 60 ans. Ça fait bientôt 25 ans que je suis sur le circuit. Et j'ai plus la même énergie qu'avant. La préparation physique, les équipes, c'est très dur, très fatigant, très éprouvant. Et de faire comme ça de la préparation technique pour des sportifs de haut niveau, c'est plaisant et ça me fait rebaigner dans le monde du haut niveau et du sport. Donc vous intervenez dans les clubs, hein, bien entendu. J'interviens dans les clubs où les sportifs individuellement viennent à moi. Viennent voilà. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis antibois, je suis de la région, je connais beaucoup de monde et les gens du sport me connaissent, on se connaît. Souvent, ils m'envoient directement leurs athlètes ou leurs jeunes qui ont besoin. Parfait. Sylvain Marco, quelques mots, effectivement. La boucherie, c'était une vocation? Pas du tout. Non, c'était une très bonne reconversion. C'était régler un problème qui trottait dans la tête depuis des années, un problème auquel tous les sportifs sont confrontés. Et passer quelques années en tant qu'employé dans une boucherie où j'étais là depuis 6-7 ans, je m'estimais capable de me mettre à mon compte. Et donc, un peu comme disait Alain tout à l'heure, une opportunité, le hasard a fait que mon ancien président ici à Antibes, le club de basket, était comptable d'une boucherie qui était en vente. Et donc, il nous a présenté. Et puis après quelques semaines d'âpres négociations, on est tombé d'accord et voilà, ça s'est fait comme ça. Tu es de nature à négocier ou tu l'as appris à le faire Je ne suis pas forcément doué pour ça, mais il a bien fallu passer par là. Et ça fait 3 ans, donc on peut citer, hein, c'est la boucherie du Migranier à Biot, hein, c'est ça. Voilà. Et heureux, accompli dans votre activité. Oui, tout va très bien. Voilà. Beaucoup de basketteurs viennent vous voir régulièrement, vous avez des clients Oui, parce que forcément, oui. tout le monde, dans le monde du basket, tout le monde est au courant. Donc, ils viennent me dire bonjour principalement. Bien, voilà. On passera dans un instant, bien entendu, à vos questions. J'imagine que vous en avez beaucoup à poser à nos invités ce soir. Mais on va aborder, chacun a parlé un petit peu de sa reconversion, bien entendu, comment ça s'est passé, les ambitions aussi. J'aimerais qu'on aborde peut-être les points communs essentiels hein, qui relient le sport et l'entreprise. Alors peut-être qu'on peut commencer par parler des capacités d'apprentissage, de l'adaptabilité, savoir se remettre en cause et se fixer des objectifs, peut-être. Anne-Gaëlle Myri-DeVos, ce sont voilà, des valeurs essentielles lorsqu'on veut se reconvertir. Alors, je vais peut-être aller à contre-pied sur notamment se fixer des objectifs, parce que finalement, j'ai toujours avancé dans une quête d'amélioration continue, mais sans imaginer ou sans poser réellement des objectifs. J'avais pour objectif de faire le meilleur à chaque fois. Voilà. Et finalement, dans ma carrière professionnelle, j'avais aucune idée que je serais un jour sur des podiums en pentathlon. J'avais aucune idée que je serais gardienne de l'équipe de France. D'ailleurs, j'avais commencé le water-polo à jouer comme joueuse de chant. J'étais gauchère, j'étais nageuse, donc j'avais des atouts. Finalement, ce que je pouvais apporter de mieux à cette équipe à ce moment-là, c'était comme gardienne. Donc finalement, j'aurais pu prévoir des choses et poser des objectifs, je serais peut-être tombée complètement à côté. Et donc en tout cas, moi dans ma carrière, j'ai avancé, que ce soit pro ou sportif, sans objectif, mais avec pour seul objectif, de faire toujours le meilleur chaque jour, finalement. Chaque jour. Bien. Voilà. Sinon, quelque chose qui, moi, a été une vraie révélation dans mon évolution, mon parcours sportif, ça a été de découvrir le plaisir à l'entraînement. Et je l'ai vraiment découvert à 20 ans, un peu tard, puisque avant, dans les sports individuels, j'avais vraiment du plaisir en compétition. Et quand j'ai découvert le water-polo, ça a été le plaisir à l'entraînement, et j'ai combiné finalement des capacités physiques avec le goût de ce sport, le plaisir à l'entraînement, et c'est là que j'ai obtenu des résultats encore plus grands que précédemment. Donc pour moi, une des clés dans l'activité professionnelle aussi, c'est de combiner, de aligner ses forces, ses atouts, ses talents à son goût de faire, parce que là, on pourra aller loin. Le goût de l'effort et du plaisir, bien entendu. En fait, quand on prend plaisir, on ne sent pas l'effort. C'est ça. Et aujourd'hui, mon sport en compétition, c'est le beach volley. Quand je cours dans le sable... Vous faites du beach volley. Voilà. Dans le sable, c'est fatigant au début, mais finalement, quand on se prend au jeu, on sent plus l'effort. Donc, en fait, j'aime dire que je suis pas sportive du tout. Moi, j'aime jouer.
Alain Ça se Bernard. transmet dans Eh oui. l'entrepreneuriat, justement. Bien sûr. L'alignement, c'est quelque chose dont tu as parlé qui est loin d'être négligeable. Je pense être bien aligné entre ce qu'on aimerait faire, ce que l'on peut faire et les moyens que l'on se donne pour atteindre ces objectifs, même si je sais que tu n'as pas parlé d'objectifs, mais à un moment donné, je pense qu'il faut en fixer. Cet alignement, il est fondamental. Et puis le côté curiosité, c'est-à-dire si vous développez votre activité, votre entreprise ou si elle est mature, je pense qu'il faut être capable aussi de ne pas s'endormir sur ses lauriers et être curieux de ce qui se passe autour de nous. C'est un petit peu l'héritage que j'ai appris moi dans le sport, où j'étais souvent envieux de certaines compétences ou qualités qu'avaient mes adversaires, voire certains de mes coéquipiers en équipe de France. J'étais quelqu'un de très raide en fait, alors que quand on fait un sport comme la natation, il vaut mieux être souple, etc. Mais j'avais d'autres compétences, j'avais des capacités à créer de la vitesse rapidement, et donc sur les fins de course par exemple, je pêchais alors que les autres y revenaient. L'idée c'était de m'inspirer des uns et des autres pour pouvoir me construire moi-même. Et quand j'ai compris ça, comme par hasard, en fait mes résultats ont été beaucoup plus probants. C'est-à-dire cet alignement, il a été à la fois évident et puis il a été source de résultats. Donc c'est pour ça que dans le milieu de même la vie de tous les jours, hein, être aligné avec ce qu'on fait, on peut pas avoir une ambition énorme et ne pas se donner les moyens au quotidien d'atteindre ces ambitions-là. Donc autant essayer d'échelonner, ne pas viser trop, peut-être la première année, les 3, les 5 premières années. Je ne sais pas si on peut parler de chiffre d'affaires ou d'années ou de clients ou de prospects, etc. Mais être dans une situation à la fois je ne veux pas dire d'inconfort, mais en dehors de sa zone de confort, sans être trop loin, pour élargir ses compétences. Et finalement, une fois que l'on maîtrise ça, on passe à un step suivant, etc. Ça permet d'avoir une construction lente et puis d'avoir une société qui est de plus en plus mature finalement au fil des années. Se fixer des objectifs progressivement, c'est ce que je crois qu'elle veut me reprendre, j'ai dit. Non, te reprendre, surtout pas, non, rebondir sur ce que tu as dit, notamment sur le fait, tu dis, je me suis inspiré des uns et des autres pour me construire moi-même. Moi, c'est quelque chose qui a été important, c'est finalement, j'ai un peu appris de tous. Alors certes, il y a l'entraîneur, il y a les sachants, mais autour de vous, il y a plein de gens qui savent des choses. Et il y a une petite phrase qui dit « on est tous ignorants, mais on n'ignore pas les mêmes choses ». Donc en fait, chacun a quelque chose à apporter. Peu importe qui il est, et est-ce que c'est peut-être un remplaçant dans l'équipe, mais il y a des choses à apprendre de tout le monde. Et c'est à nous de nous construire, d'aller prendre finalement les bonnes choses un peu partout. Et aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir cette hyper-connectivité. On peut se connecter avec quelqu'un à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout du monde en quelques secondes. On peut aller pêcher des informations. Et je pense que c'est une vraie force. Et au contraire, on a tendance peut-être à se noyer ou à se perdre là-dedans ou à idéaliser certains en disant « mais lui, il a fait ça, mais parce qu'il avait tel moyen, etc. » Mais non, on a toujours une capacité de se trouver des ressources en nous-mêmes. Et je pense que c'est un petit peu l'héritage des sportifs de haut niveau que l'on est. C'est qu'à un moment donné, bien sûr, on s'est jamais vu exceller sur une compétition ou faire sa meilleure performance ou autre. Mais il y a des petits indices qui nous ont donné confiance au jour le jour à l'entraînement. Et comme par hasard, tac, le jour de la compétition, de la grande échéance, on a réussi à s'exprimer au maximum de notre potentiel. C'est s'exprimer au maximum de son potentiel. Pas tout le monde ne peut être champion du monde ou champion olympique ou battre un record, etc. ou être chef d'entreprise d'une multinationale. Mais tout le monde peut faire mieux demain que ce qu'il fait aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment le créneau à retenir. William Moty, vous êtes dans le même état d'esprit? Disons que ça serait un petit peu le mélange des deux, parce que moi j'ai eu la chance aussi de développer le coaching privé, dans le sens où j'étais aussi serein d'avoir un travail à côté de professeur de sport. Sinon j'aurais eu du mal à le développer tout de suite. En même temps, quand on parlait d'objectifs importants, quand on est champion, quand on est athlète, on a vraiment des gros objectifs, c'est les Jeux Olympiques, c'est les médailles, c'est le plus haut possible, et c'est d'aller vraiment le plus loin possible. Les objectifs sont élevés. Par contre, quand j'ai commencé la boîte, j'ai été quand même raisonnable, parce que c'est pas les mêmes choses, je maîtrisais pas la même chose quand on est dans une piscine ou moi sur le terrain. Je sais ce que je fais, je maîtrise et je sais où je vais. Alors que là, c'était tout nouveau. Donc j'ai commencé en fait avec des objectifs pour moi assez simples, qui, grâce au sport, parce on est têtu, grâce au sport, m'ont permis de dépasser largement ces objectifs. Mais je pense que je les ai dépassés parce que j'ai commencé en étant raisonnable, en me disant, bon, j'ouvre ma boîte, je commence à développer ça, c'est tout nouveau.
peut-être qu'il ne faut pas être trop gourmand, il faut être raisonnable. Et en fait, en commençant comme ça, simplement, doucement, progressivement, j'ai aussi appris, j'ai pris de partout, des bonnes informations, et j'ai pu le développer correctement. En coaching, on parle de la stratégie des petits pas. Et c'est clairement définir les prochaines étapes qu'on va pouvoir passer dans la direction de notre objectif supérieur. Donc, ouais, très important. C'est exactement ça. Ouais, cette phase de résilience aussi, on va en parler dans un instant. Et pour vous, Sylvain Marco, également, l'adaptabilité, l'apprentissage, ça s'est passé comment? Les objectifs? Les objectifs, je pense que c'est chercher à se développer, chercher à... Tout à l'heure, tu disais, tu aimes jouer. Moi, je pense que le point commun entre les sportifs, c'est qu'ils aiment gagner, plus que jouer. Chercher la victoire, honnir la défaite et se dépasser, trouver inconsciemment des solutions pour pouvoir atteindre la victoire. C'est notre point commun. Et dans le sport collectif comme le basket, la victoire, elle est rapide, elle est cadencée. C'est tous les week-ends, on gagne, on perd. Tous les ans, on gagne le titre, on ne gagne pas. Dans l'entrepreneuriat et dans un commerce de bouche, en l'occurrence pour moi, la victoire, elle est pas instantanée, elle est sur la longueur. Est-ce que la clientèle est satisfaite? Est-ce que la clientèle revient avec le sourire? Est-ce que le bouche à oreille fonctionne et on se développe avec une bonne réputation? Inconsciemment, on travaille à ça. On vise l'excellence et le travail pour atteindre cet objectif-là. Mais la victoire qu'on cherche et qu'on essaye d'atteindre, elle est étalée dans la durée. Et voilà. Anne-Gaëlle. Oui, tu dis il y a le plaisir et il y a aussi le plaisir de gagner. On aime gagner. J'aimerais bien savoir, c'est quoi le moment où vous vous êtes rendu compte que vous aimiez gagner? Ça a commencé comment? Moi, j'ai envie de vous raconter comment, le temps que comme ça vous cherchez, vous trouvez. Ça, c'est la question. Moi, finalement, j'avais 9 ans, compète de natation. Et mon frère et moi, on a gagné chacun un petit lapin nain. Un petit lapin nain. Et moi, je crois que ça m'a accroché à la compète, un truc de dingue. J'avais pas compris que j'en gagnerais pas d'autres ensuite. Mon frère n'a aucun souvenir de ce lapin, mais moi, clairement, c'est le moment où j'ai un vrai petit lapin nain, ouais. Mais c'était avant. Non, lui, non. Et donc voilà, c'est le moment où moi, j'ai eu une sorte de le déclic pour gagner. Le déclic d'accord. pour gagner, voilà. Donc voilà, moi, c'était un peu inattendu, mais c'était ça. Bon. Et vous? Et vous, Alain? Et toi, Alain? Voilà. Enfin, vous, Alain, c'était... Je sais même pas si c'est le truc de gagner, mais c'est le truc d'avoir confiance en moi. Moi, j'étais quand même un gamin qui mesurait, toi, ça doit être le cas aussi, mais je mesurais une tête de plus que tout le monde. Et en fait, je m'assumais pas physiquement, je me sentais pas bien. Donc, je me sentais d'autant plus regardé et épié. Et finalement, le sport et la natation, c'était un peu un échappatoire après ma journée d'école qui était parfois presque un calvaire parce que je me sentais pas bien. Et c'est complètement paradoxal parce que je me sentais beaucoup mieux avec des garçons et des filles alors qu'on était à moitié nus et que je m'assumais pas physiquement, mais parce qu'on vivait d'autres choses, on vivait des choses, je pense, beaucoup plus saines dans le sport. On partait faire des week-ends de compétition, de stages, etc. C'était le côté aventure en fait qui m'a plu. Et bien sûr, quand j'ai commencé à avoir confiance en moi, comme par hasard, j'ai progressé, j'ai eu mes meilleurs résultats et c'est ça qui m'a plu. Et vous, William, ce goût de la victoire, cette envie de gagner? Le goût de la gagne, moi, il m'est venu très très tôt. Je me rappelle précisément en CE2, et j'aimais bien faire la course parce que déjà je gagnais avec les garçons même les filles de CE2, et je voulais faire la course avec les CM1, les CM2, et en fait pratiquement à chaque fois je gagnais. Donc moi c'était toujours tout de suite le plaisir de la gagne, l'envie de gagner. Quand je jouais au handball petit en CM2, en 6e, si je marquais 10 buts ou 15 buts, je râlais parce qu'on m'avait pas donné assez la balle, alors que c'était déjà largement suffisant et que je devais probablement la garder et pas la donner aux copains. Donc en fait j'ai toujours eu l'envie depuis petit de gagner. Et vous, Sylvain, les premiers paniers gagnants, à quel âge? Pas seulement sur le basket, je pense que c'est vraiment un état d'esprit qui d'ailleurs peut être très pénible pour les gens qui nous entourent. On déteste perdre et c'est presque maladif, quoi. C'est être mauvais perdant. Des mauvais perdants. Ouais. Oui, voilà. Et dans tous les domaines, pour jouer au Monopoly, au basket ou à n'importe quoi. Voilà. Faut pas jouer avec vous. On joue pour gagner. Ouais, voilà. Bon. L'idée de. Il faut jouer avec lui, pas contre lui. D'accord. L'idée de l'important, c'est de participer. Moi, c'est une idée qui m'est étrangère, quoi. Ouais. Si je joue, c'est pour gagner. Alain, vous êtes un mauvais perdant? Ouais, pareil. La pétanque et tout. Oui. Mais après, il faut il faut l'accepter. Oui. Je pense que
si on n'accepte pas de perdre, le meilleur moyen de ne pas perdre, c'est de ne pas jouer, en fait. Donc voilà, comme on est joueur, à un moment donné, il y a cette défaite qui arrive, mais qu'est-ce qu'on fait de cette défaite? Est-ce qu'on est battu par plus fort que soi, et c'est indéniable, ou est-ce qu'on est battu parce qu'on n'a pas en tout donné? Un jour, il y a une anecdote où j'avais pas bien nagé sur une compétition et je sors de la course et j'étais content, j'avais gagné face aux concurrents. Sauf que j'avais tellement d'avance que j'avais pas beaucoup forcé, en fait. Et là, mon entraîneur, il m'a passé un savon et en fait, je m'en souviens très bien. Et il m'a dit, il y a une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, la pire des places, c'est d'être le second de soi-même. Voilà, donc que l'on soit premier, troisième ou huitième d'une compétition départementale ou internationale, la pire des places, c'est d'être second de soi-même. Et j'avais juste une question, je vais te faire réagir sur le fait entre cette opportunité, tu étais salarié, c'est ça, avant de monter ta structure. Est-ce que c'est quelque chose, la gestion que tu as aujourd'hui, parce qu'il y a toute une gestion administrative et tout ça aussi dans ton entreprise, est-ce que c'est compliqué ou plus compliqué que ce que tu l'imaginais, ou comment tu le gères en fait ça? Parce que souvent c'est ça, c'est les contraintes administratives de déclaration, de commandes, de stock, de gestion, etc. J'imagine que c'est quelque chose que tu as appris dans le métier avant, mais est-ce que c'est un peu plus compliqué que ce à quoi tu t'y attendais? Alors, je m'attendais à ce que ce soit très compliqué parce que je l'avais vécu en tant qu'employé. Pour moi, gérer une entreprise comme celle que je gère, c'est une avalanche constante de merde à devoir gérer. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà. Donc où est le plaisir dans tout ça finalement? Ouais, Voilà. est-ce qu'il y a du plaisir tout de même? Oui, bien sûr. Ça, c'est des problèmes qui sont inhérents et qui sont impossibles à stopper. Oui. Il y a toujours une panne, quelque chose qui ne va pas, une livraison qui n'arrive pas. C'est des problèmes quotidiens de toutes les boucheries, j'imagine la plupart des commerces de toute façon. Et donc c'est tous les jours. C'est tous les jours. Est-ce que tu arrives à ce que ça ne prenne pas des proportions justement, voilà. Est-ce que finalement ton passé de sportif t'aide à gérer ça, alors que certains peut-être seraient au bout de leur vie s'il n'y a pas la livraison ou s'il y a un truc qui est en panne? Est-ce que tu penses que tu arrives un peu mieux à gérer ça que d'autres? Ça m'a appris la patience. La patience, les valeurs que vous avez développées en tant que sportif. C'est vraiment fort. Les qualités. On se fait à l'idée en fait que de toute façon, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout régler, on ne peut pas tout contrôler. Donc il faut faire avec et il faut prendre sur soi et régler les problèmes comme ils viennent un après l'autre. Et ce qu'on disait tout à l'heure, l'essentiel, c'est d'être bien entouré. Vous aussi, j'imagine, vous avez des collaborateurs. Vous avez créé des emplois dans votre entreprise? J'ai 2 employés, plus mon épouse qui est employée aussi. D'accord. Et qui m'aide énormément, en particulier sur tout ce qui est paperasse et administratif. Et on se complète très bien. Parfait. Est-ce qu'on peut aborder les risques? Bien entendu, c'est pas évident. On crée son entreprise, on veut reprendre son entreprise. On peut se retrouver dans une situation difficile, une situation précaire. On passe d'un statut, je dirais, avec un salaire confortable. Et voilà, ça peut être un petit peu la galère sur le plan financier. Qui veut témoigner? Moi, si vous voulez, je peux commencer dans le sens William. où le problème pour moi dans la préparation physique, c'est que si demain j'ai un accident, quel qu'il soit, une blessure, je ne peux plus travailler. C'est ça. Quand il y a eu le Covid, pareil, à la fin, on pouvait quand même donner quelques cours de sport, mais au départ, on ne pouvait pas. Et encore une fois, heureusement que j'ai mon autre salaire, mon autre travail de prof de sport qui me permet d'être tranquille. Parce que sinon, la blessure ou le petit grain de sable fait qu'il n'y a plus de coaching, plus d'entraînement, et donc on passe à zéro. Ah, donc ça, c'est le risque. Donc c'est le risque de la blessure. C'est anxiogène. Est-ce que c'est anxiogène, oui, justement? Oui, enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça l'est. Oui, mais sauf que moi, je peux dormir, entre guillemets, tranquille, le fait d'avoir autre chose à côté. Mais sinon, ça ne serait pas possible. Et c'est pour ça que je garde toujours mon métier et ma passion de prof de sport, parce que ça me permet aussi d'avoir une certaine sérénité. D'accord. Moi, c'est anxiogène. Depuis que je me suis marié et que j'ai eu une petite fille, je me sens plus responsable. Avant, je faisais n'importe quoi, je me foulais la cheville ou je tombais malade, je m'en prenais qu'à moi-même, etc. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que moi, en fait, mon entreprise de base, c'est ma société de droit à l'image. J'ai créé ma société de droit à l'image 1 an avant les Jeux Olympiques de 2008. Donc, toutes les prestations que je fais, même via ces startups et ces entreprises, c'est ma société de droit à l'image. Et en fait, ma société à moi, aujourd'hui, c'est moi, c'est mon image, c'est mon intégrité. Donc, finalement, j'ai pas le droit d'être malade, j'ai pas le droit d'être en arrêt maladie, j'ai pas le droit, je serai jamais licencié, etc. Mais c'est anxiogène. C'est anxiogène parce que si demain, je ne réponds pas à quelque chose, je me dis, par enchaînement, je vais pas avoir telle ou telle opportunité,
côté. Et j'ai d'autres charges et frais et responsabilités aussi vis-à-vis de ma femme et de ma fille. Et ça, c'est un petit peu anxiogène. C'est vraiment le côté... Mais en même temps, c'est le côté aventure qui me plaît. Voilà, parce que sinon, je ferais peut-être un travail qui serait beaucoup plus standard, mais je pense que ça ne me correspondait pas. Enfin, peut-être un jour, ça me correspondra, mais dans les phases de ma vie que je développe aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et ce n'est pas du tout péjoratif, mais il y en a qui préfèrent faire des métiers avec des horaires, etc. Moi, j'arriverai pas encore à ce jour. Donc, d'où l'idée de développer ces projets entrepreneuriaux. Oui, Anne-Gaëlle. Ouais, t'arriveras jamais, hein. On se refait pas. Moi, je me souviens, donc j'ai créé il y a un peu plus de 8 ans, et je me souviens d'un soir où avec mon mari, on regardait le film sur Niki Lauda, pilote de Formule 1, pendant le film, ça raconte son histoire et qui s'est crashé. Et ça m'a fait un effet miroir. Et effectivement, j'ai très mal vécu ce film parce que son histoire, le fait qu'il se crache en plein dans le sommet de son activité. Ouais. Moi, je développais mon activité et clairement, je ne savais pas ce que ça allait donner et je ne savais pas si au bout, ce serait le crash ou pas. Et en parallèle, c'est vrai qu'en étant chef d'entreprise et maman, y a certains sports que j'ai arrêté de faire, ou en tout cas, j'ai pas arrêté de faire des sports, mais je faisais du wakeboard. Et il y a certaines figures sur les tremplins, j'ai arrêté de les faire. Parce que justement, je me sentais à la fois responsable de l'entreprise et de ma famille, finalement. Voilà. Donc oui, c'est pas tous les jours de tout repos, comme on dit. Mais c'est des choix. Et puis, c'est aussi une gestion du stress qui est un autre sujet. On va en parler dans un instant, bien entendu. Et vous, Sylvain Marco, aussi, se retrouver dans une difficulté, Par rapport à une difficulté financière ou quoi, non non, j'ai pas connu. Bon, parfait. Si, on a toujours le stress, surtout au début quand vous avez créé, j'ai repris une entreprise qui marchait. D'accord. Donc j'avais le risque que les gens disent ça a changé depuis que c'est vous, c'est plus pareil. Quels conseils pouvez-vous donner lorsqu'on reprend une entreprise, parce que c'est l'un des objets, bien entendu, de ce forum Restart. Quels conseils essentiels pourriez-vous donner à celles et ceux qui voudraient reprendre une entreprise? Si c'est une entreprise qui marche, je pense qu'il ne faut pas arriver et faire le révolutionnaire à dire moi je sais tout, je vais tout changer, je vais faire ma solution. Je pense qu'il faut rassurer le client et lui faire comprendre que la qualité ne bougera pas, que le désir de vouloir toujours que tout aille bien, ça ne changera pas. Il faut, je pense, rester humble et discret quand on reprend une entreprise qui fonctionne. Après, quand c'est une entreprise à la dérive, là, je pense qu'à contrario, il ne faut pas hésiter à être totalement innovant et vouloir changer les choses. Et rassurer les employés qui sont déjà dans cette entreprise aussi, peut-être. C'est essentiel. Ouais. Ouais. Parfait. Alors, on a évoqué les risques, les notions de bien s'entourer aussi. Seul, on ne réussit pas. Et le mental. J'aimerais qu'on parle un petit peu du mental, parce que ça aussi, les performances sont liées aussi au mental, à l'équilibre. Alors, comment peut-on transformer, je dirais, le stress en force motrice? Qui veut intervenir? Comment, effectivement, aujourd'hui... c'est simplement peut-être ce que l'on peut transmettre aux autres. Quand j'ai des coachings, c'est ce que je vais leur transmettre, c'est mon énergie. Donc, je ne leur transmets pas de stress. Au contraire, les gens arrivent déjà avec du stress ou des pressions ou plein de choses qui les perturbent pendant la vie de tous les jours. Donc, moi, je dois leur donner que du positif. Donc, de leur donner mon énergie. Donc, absolument zéro stress, surtout pas. Et moi, j'en ai pas. Et quand je vais au stade, c'est surtout pas pour en donner, mais au contraire, je prends un peu leur stress, je l'évacue et on fait en sorte que quand ils sortent, il n'y en ait plus. Alors, comme on a des voix qui portent, on va pouvoir continuer. Vous connaissiez les restos dans le noir, maintenant il y a les conférences dans le noir. Les conférences dans le noir. On innove. Voilà, donc Marc, petite pause, on va reprendre. Est-ce qu'on peut continuer comme ça vous dérange pas? Est-ce qu'au bout de la salle, vous nous entendez? Voilà, vous nous entendez, on va le refaire après. Alors, le mental, justement, Adèle, est-ce que vous nous parlez un petit peu du mental, cette force qu'il faut avoir en soi, justement, lorsqu'on crée une entreprise ou on reprend une entreprise? Quelle est votre expérience? Alors, ce que j'ai envie de revenir du coup à mon expérience du sport. Le stress, c'est quelque chose qui peut être moteur ou
Donc ça peut soit booster, soit tout nous couper les ailes. Et de mon expérience, j'ai connu toutes sortes de sportifs et ça se divisait un peu en deux catégories. Ceux qui performaient en compète boostés par le stress et ceux qui performaient à l'entraînement mais pas en compète. Submergés par le stress en compète. Exactement. Donc il y a déjà des différences entre les personnes. Soit on est boosté par le stress et ben on s'en sert, soit c'est pas le cas et du coup il va falloir clairement apprendre à le gérer. Pour des clés pour gérer le stress, finalement pour moi qui suis quand même boostée par la compète, il y a eu des moments où, notamment en championnat du monde master pentathlon moderne, je me retrouve, donc en pentathlon moderne, on a les premières épreuves qui sont les unes après les autres, mais pas enchaînées, natation, équitation, saut d'obstacle, escrime, et la dernière épreuve, elle est combinée, c'est le laser run, donc c'est course-tir combiné. Et en fait, mon classement après les 3 premières épreuves n'était pas bon, et je pars au laser run en 5e position alors que je visais un podium et que c'est pas ma meilleure épreuve. Donc j'avais envie de rentrer chez moi, j'avais pas envie de faire cette épreuve. Je vous avais dit je suis pas sportive, moi j'aime jouer. Donc quand il faut courir, bah, je suis pas la plus motivée quand même. Donc cette dernière épreuve, dans ces conditions, j'avais pas envie d'y aller. Je me disais dans tous les cas j'arriverai à rien, j'avais envie de rentrer chez moi. Et ce jour-là, je me suis dit, écoute, dans tous les cas, tu vas pas rentrer chez toi, tu es obligé de faire cette course, donc quitte à la faire, autant la faire du mieux que tu peux. Et je me suis dit, bah, quitte à la faire, on m'a parlé du sourire un jour, je vais la faire avec le sourire. Donc je suis allée me détendre sous un arbre pour préparer ma course. Pendant que tout le monde courait, s'échauffait, je me suis dit, bon, avec tout ce que j'ai fait dans la journée, je suis déjà échauffée. Je me suis détendue, j'ai mis les pieds en l'air, sous l'arbre. Et ensuite, j'ai démarré la course avec le sourire. Et finalement, premier tir, je repars du tir avant la 4e. Tir suivant, je repars du tir avant la 3e. Je m'enfuis pour pas qu'elle me voie. Je disparais au virage le plus vite possible. Et finalement, je termine sur le podium, je termine 3e. Et donc pour moi, une des clés pour gérer le stress, c'est se focuser sur le plaisir, sur le moment présent et finalement sur ses gammes, sur ce qu'on a à faire. Et parfois, gérer le stress, c'est se remettre à l'entraînement. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à l'entraînement et faire sa course de la meilleure manière possible en se concentrant sur les détails techniques finalement et être dans le flow. Souvent on parle de flow, ben voilà, c'est dans le moment présent, concentré sur ce qu'on a à faire et pas sur ce qu'on peut perdre, ce qu'on peut gagner, ce qui est censé arriver après. Conseil extrêmement important pour l'entreprise, bien entendu. On peut l'appliquer au quotidien. Je connais bien Alain Bernard, aussi la gestion du stress. Est-ce que le mental vous a fait, j'imagine, gagner aussi les épreuves? Oui, gagner ou ne pas gagner, parce qu'on peut voir les choses différemment. Enfin, moi, j'ai une multitude d'exemples où je pourrais dire à ce moment-là, les gens pensent que je n'ai pas gagné, mais pour moi, c'était une petite victoire en fait. Et en fait, j'ai envie de penser à cette finale olympique en 2008, où avant même d'aller dans cette fameuse chambre d'appel. Donc la chambre d'appel, c'est une pièce qui ressemble à peu près à celle-ci en termes de hauteur de plafond, mais qui fait juste le carré devant nous, là, où on est 8 garçons à se regarder en chaîne faïence, en train de envie de se bouffer les uns les autres. Et on va passer une petite porte et on va se retrouver dans l'enceinte de la piscine avec 15 000 spectateurs. Et en fait, mon entraîneur me dit, écoute, pense à faire attention à ton virage, fais attention à ta cadence, etc. Et moi, je le coupe. Je dis t'inquiète, tu vas te régaler, parce qu'il était plus stressé que moi à ce moment-là. Et donc je lui tourne le dos, et à ce moment-là, je savais que je ne sortirais jamais déçu de cette course parce que j'avais très bien travaillé avant et j'étais même prêt à accepter de ne pas gagner. Finalement, je m'en foutais du résultat. Je voulais juste vivre l'instant présent, comme tu le disais. Et quand on vit l'instant présent, on ne se projette pas et on ne stresse pas, on n'angoisse pas en disant est-ce que je vais réussir mon rendez-vous, est-ce que je vais réussir mon chiffre d'affaires, est-ce que je vais réussir ça. On fait les choses du mieux que l'on peut à l'instant T. Et on fait l'action. Une fois qu'on a fini notre action, notre rendez-vous, notre briefing, etc., on fait des briefings et on analyse ce qui ne va pas. Donc ça aide par le stress, en quelque sorte. Ne pas idéaliser là où on voudrait aller en fait. Parce qu'on a beau l'idéaliser, ça n'a jamais le même goût, la même saveur, la même contexte, la même ambiance. Et donc, être dans l'instant présent, et c'est tout ce qui est compliqué aujourd'hui. Voilà. La lumière est revenue. De l'instant présent. Et dans le mental, vous êtes fait le film de votre course.
Est-ce que vous projetez Ah oui, c'est bien de se faire en termes de préparation mentale dans le sport. Je ne sais pas si vous vous en serviez, mais de se projeter en se disant tiens, il va se passer le départ à ce moment-là, il va se passer le virage, etc. Et donc l'idée c'est d'automatiser grâce à cette visualisation les gestes que l'on doit faire. Dans le milieu de l'entreprise, c'est un petit peu compliqué de visualiser ou de mentaliser quelque chose selon les secteurs d'activité. Néanmoins, c'est des petites routines qui nous rassurent au quotidien. J'arrive le matin, je fais telle chose, etc. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous, je reçois quelqu'un, un client important, que je vais m'empêcher de prendre, j'en sais rien, mon café ou de faire telle tâche à ce moment-là. Il faut essayer de banaliser finalement un peu pour tomber dans cette routine qui nous est connue. Voilà. Oui, parce que la routine, pareil, vous faites des longueurs. La routine, c'est la musique que j'écoutais dans ma voiture chez moi à mon entraînement pour aller à mon entraînement quelques semaines avant la finale olympique ou avant d'aller faire ma finale olympique, c'était exactement la même musique. J'avais besoin de ce truc qui me rappelait ce coin d'Antibes à l'autre bout du monde. Voilà. Parfait. Moi, je peux me permettre bien sûr, William. Dans le sport, je crois il faut abolir le mot du stress. Parce que je le ressens pas comme du stress. Il y a de la pression, mais c'est pas la même chose. Stress, c'est quelque chose de plus psychologique, qui est prenant, qui vous prend aux tripes. Et je pense qu'il faut même pas en parler. Et en compétition, je sais pas, quand tu as parlé, tu étais bien. Donc tu avais sûrement la pression de la compète, mais il n'y avait pas de stress. Et je pense que ne pas parler de stress, mais plutôt pour le sport, de parler de pression, je crois que ça serait une meilleure approche de départ. Ouais. Peut-être trop de pression aujourd'hui. Enfin, on ne va pas aborder, c'est pas le sujet du jour, mais on l'a vu. Certains footballeurs notamment disent qu'ils ont trop de pression aujourd'hui parce qu'on leur demande trop de matchs et peut-être trop de pression entraîne des blessures. Oui, bien sûr. Et du stress. Voilà. Ouais. Et des burn-out et des dépressions. Et des burn-out et des dépressions. Voilà, tout à fait. Sylvain, quelques mots aussi également. Vous aussi, avant les matchs de basket, quelle était votre préparation mentale ? Avant les matchs, un peu comme disait Alain, la routine, c'est très important parce que ça vous permet de vous concentrer sur les petits gestes que vous faites. Et du coup, vous ne pensez pas du tout à ce qui se passe autour. Le meilleur exemple, c'est les lancers francs. Quand quelqu'un se retrouve au lancer franc, il fait 1, 2, 3 dribbles. C'est des dribbles qui n'ont absolument aucune utilité, mais le but, c'est de faire ces dribbles. Comme ça, vous ne pensez pas au public qui est autour, vous ne pensez pas à autre chose, et vous êtes concentré sur votre petite routine, sur votre petit tir. Moi, c'est surtout pendant les matchs que j'ai pu ressentir de la pression. Le basket, c'est un sport d'adresse. Et moi, en l'occurrence, j'étais un joueur qui était plutôt basé là-dessus. Donc, quand vous commencez à louper 1, 2, 3, 4 tirs de suite, le 5e arrive, vous avez plus la pression que juste avant. Après, au niveau entrepreneuriat, je l'ai ressenti surtout au début. Après, depuis, plus du tout. Je suis arrivé dans un village où tout le monde se connaît, tout le monde, il y a un esprit, tout le monde discute, tout le monde est ami, avec des employés qui étaient là depuis 20 ans chacun. Donc la pression de se faire accepter, de pas se faire une mauvaise réputation, elle était là. Mais ça a rapidement été solutionné. Allez, on va aborder un dernier aspect avant de passer à vos questions, et j'imagine qu'il y en a beaucoup. J'aimerais qu'on parle un petit peu peut-être du management, du travail d'équipe, des valeurs collectives, du leadership, pardon. Ce travail d'équipe, effectivement, lorsqu'on crée une entreprise, voilà, il faut aussi bien le gérer, bien le développer. Anne-Gaëlle, qu'est-ce que vous voulez dire à ce propos ? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Comme un sportif va s'entourer pour justement pouvoir aller vers le meilleur niveau. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir toutes les compétences disponibles en freelance. Aujourd'hui, sur la comptabilité, sur l'administratif, mais aussi sur la création de sites internet, sur tous les sujets, on a des gens, on a des ressources autour de nous qu'on peut aller solliciter. Donc, qu'on soit en entreprise avec des salariés ou sans salariés, dans tous les cas, il est possible d'aller chercher de la compétence aussi en externe. Donc aujourd'hui, on va vers un modèle où il y a la collaboration entre les membres de l'entreprise, entre les membres de l'équipe, et puis la collaboration en externe avec des gens qui ne sont pas dans l'équipe, mais qui finalement, sur certains projets, vont faire équipe avec nous.
Et je trouve que c'est une vraie chance aujourd'hui de pouvoir compter aussi sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Alain, les valeurs collectives? Moi, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour parler de management professionnellement parce qu'en fait, on est une équipe, on n'a pas de salariés à ce jour. C'est un problème qu'on connaîtra, je pense, un petit peu plus tard. Mais il y a la notion qui revient souvent, qui s'appelle la notion de subsidiarité, ne pas désigner sur les moyens, de laisser faire une tâche à quelqu'un d'autre de son équipe. Et moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire j'ai envie de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout connaître, tout savoir, etc. C'est mon côté curiosité, là, finalement, il ne m'aide pas, c'est plus un poids. Donc, dans le rôle du développement de notre start-up, j'ai la chance d'avoir un nom qui est encore là, qui m'aide à entrouvrir des portes, d'aller voir la fédération, d'aller voir les ministères, d'aller voir les collectivités, parce que si c'est moi qui toque à la porte, on répond plus facilement que si c'est l'un de mes associés. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme quand je vais au restaurant, j'appelle, il n'y a pas de place, j'arrive, il y a de la place. Nous, on sait pourquoi. Mais je veux pas, d'un côté, je veux pas en abuser, de l'autre, ça fait partie finalement de notre association et c'est notre force. Donc voilà, chacun ses compétences et une fois qu'on en trouve la porte, il faut qu'on arrive à transformer l'essai. Donc cette notion de laisser les autres gérer à notre place, ça nous dégage un petit peu des cases dans la tête pour se concentrer sur quoi on est meilleur, quoi. Bien sûr. William? Moi, je dirais que c'est de rester humble dans son travail, de se remettre en question, de ne pas penser qu'on est toujours le plus fort, parce que même si on a une autre expérience, on apprend, comme tu disais tout à l'heure, des autres. Donc l'humilité. Et de par ce fait, le respect des autres, le respect des gens avec qui on travaille, le respect des autres coachs que je vois sur le terrain, que la critique peut être toujours facile. Lui, c'est nul, moi, c'est bien, moi, je suis le plus fort, lui, ça, regarde ce qu'il fait. Et en fait, ça, c'est inacceptable. Et si on veut être un vrai, en ce qui me concerne, bon coach, c'est l'humilité et le respect des autres. Parfait. Humilité, respect. Anne-Gaëlle? Et c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé avec l'équipe de Nice, puisqu'on a créé l'équipe en 98. Waterpolo. Voilà, de waterpolo. Et 9 ans après, on était championne de France. Au début, on voulait tous marquer des buts. Le héros du match, c'est celui qui avait marqué des buts. Et puis un jour, on se retrouve face à la cage, on est prêt à marquer, et finalement, on fait ce qu'on appelle la passe décisive, et c'est l'autre qui marque. Mais le héros, à ce moment-là, c'est pas celui qui a posé la balle dans la cage, c'est celui qui a fait la passe décisive. Et puis, la maturité de l'équipe progresse, et puis on réalise que si on est arrivé à 2 devant la cage, c'est parce que derrière, il y a quelqu'un qui a fait un super boulot en défense. Et s'il a pu faire ce super boulot en défense, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un des remplaçants qui est rentré dans le champ et qui a tout donné pendant 5 minutes. Il a joué que 5 minutes de match, mais il était là, il a tout donné. Et puis il était là à tous les entraînements. Et finalement, quand on arrive et qu'on est championne de France, on sait qu'on est là grâce à tout le monde, grâce à un remplaçant. Et c'est pas ceux qui ont fait le match ce jour-là qui sont les seuls gagnants. Ils sont là parce que tout le monde et le staff autour et le club a été là et a soutenu l'équipe. Et donc ça amène à se dire, oui, respect pour les contributions de chacun et pouvoir aller laisser agir ceux qui peuvent et pas essayer de tout faire soi-même. Aujourd'hui, dans une équipe, qu'il y en ait un qui veuille marquer tous les buts, ça marche pas. D'ailleurs, il y a un entraîneur de foot qui a dit, vous allez le reconnaître, mais qui a dit, t'es le meilleur de l'équipe, mais l'équipe, elle est meilleure sans toi. Oui, voilà. Bon, allez. Donc oui, déléguer, travail d'équipe, collaborer, c'est la clé de la réussite. On sait de qui il s'agit. Sylvain Marco, bien entendu, vous abondez dans ce sens, c'est clair. Vous, voilà, dans ces valeurs collectives que vous avez développées au basket et ce travail d'équipe et que vous répercutez dans votre entreprise aujourd'hui. Oui. Gérer une équipe, que ce soit dans un club, dans une équipe collective, de sport collectif ou dans une équipe comme chez moi à la boucherie, la première clé pour quelqu'un qui est dans ma position, c'est de montrer l'exemple, rester humble, comme tu disais, et être reconnaissant et heureux que des gens se lèvent le matin pour venir travailler avec vous et se battent pour faire marcher votre entreprise. Voilà, il faut être humble et reconnaissant et dans la mesure du possible, même si on a tous nos défauts, essayer d'être le plus exemplaire possible pour montrer le cap. Bien, merci en tout cas, tous les quatre, pour vos interventions. Vous êtes encore avec nous. On va passer, si vous êtes d'accord, bien entendu, au jeu des questions-réponses. J'imagine que vous en avez beaucoup à poser à nos invités aujourd'hui. Sylvain Marco, Alain Bernard, Anne-Gaëlle Myri-DeVos et William Moty. Voilà, on vous passe le micro. Je viens vers vous, je vous passe le micro, comme ça on vous entend
parfaitement. Allez, on va prendre la première question de monsieur. Allez-y. Merci beaucoup. J'ai une première question. On était en plein dans le sujet par rapport à l'embauche et le travail d'équipe. On est quand même à une ère où du travail, j'estime qu'il y en a partout. Tout le monde a besoin d'être entouré, surtout dans le cadre d'une entreprise. Comment vous gérez, comment vous arrivez à vivre qu'est-ce qui se passe dans cette atmosphère-là où vous avez besoin d'être, entre guillemets, le meilleur recruteur, la meilleure boîte? Autrement, les collaborateurs vont collaborer plus loin. Comment ça se passe à votre échelle? Comment cette gestion se fait? Merci beaucoup. Merci. Qui veut répondre? Sylvain. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut faire du social. Il faut vraiment cajoler les gens parce que non seulement ils en ont besoin, mais c'est comme ça. Ils ont leurs problèmes. On a tous nos problèmes dans la vie et il faut faire en sorte que tout aille bien. Et ça fait partie du rôle d'un gérant. J'aimerais même presque dire que c'est le rôle principal parce que pour que l'équipe aille bien, il faut que tout le monde aille bien et il faut trouver des solutions pour tout le monde. Je pense qu'il faut aussi accepter que pas tout le monde a besoin de la même attention aussi, de la même énergie. Enfin, pour un manager dans une équipe ou pour un chef d'entreprise, même comme un coach sportif, il y en a qui vont s'adresser à quelqu'un, ça va prendre 3 minutes, le message il va passer. À la personne à côté de lui, il va lui falloir une demi-heure en fait pour faire passer le même message. Et je pense que c'est ça qui est complexe aujourd'hui dans notre monde, c'est que pas tout le monde ne peut recevoir, et heureusement, les informations de la même manière. Il y a une question de temporalité, il y a une question de tonalité aussi à emprunter en disant c'est pas la même chose si tu dis toi t'as pas été bon, tu le dis tout seul entre 4 yeux, ou tu le dis en réunion d'équipe devant tout le monde. Il y en a qui ont besoin de l'entendre devant tout le monde, il y en a pour qui devant tout le monde ça ne passe pas, c'est une humiliation. Et donc je pense que cette subtilité de nos jours, elle est exacerbée. Il y a quelques années dans le monde du sport, on pouvait entendre des phrases très dures, mais on ne les prenait pas personnellement. Aujourd'hui, il faut prendre des pincettes pour parler à un jeune qui n'a pas bien fait l'exercice. Alors, il y a quelques années, moi, mon entraîneur, il me parlait, mais il ne me manquait pas de respect. C'était complètement dissocié. Il me disait que j'étais nul, il disait la vérité. Aujourd'hui, on dit à un gamin, t'es nul, en fait, il peut peut-être se plaindre à ses parents, etc. Donc, c'est là où c'est compliqué, où ça évolue. C'est bien parce qu'on dénonce beaucoup de dérives de comportementales, etc. Il faut le faire quand c'est vraiment justifié. Mais à un moment donné, il faut aussi être capable de se dire les choses en face et c'est comme ça que l'on avance. Tout à fait. Anne-Gaëlle. Pour ma part, j'ai appris finalement des grandes règles qui m'ont servi ensuite pour le management et que j'ai pu expliquer quand j'ai fait ma formation de coaching d'équipe et d'organisation. En fait, ces grandes règles, je les ai tirées des récits de mon père. Mon père était militaire et il emmenait des hommes. C'était à l'entraînement et parfois au combat. Et ce que j'ai tiré de ces récits, je l'ai compris plus tard, c'est finalement, ce qui va être important, c'est de l'exigence, mais de la reconnaissance. C'est du respect et de l'exemplarité. Et finalement, ces 4 piliers, je trouve qu'on peut les retrouver dans le sport et on le retrouve dans l'entreprise. Et finalement, partout, avec ces 4 piliers, je pense qu'avec une équipe, on peut aller très loin. William, bien entendu. Vous êtes d'accord? En fait, je voulais simplement dire, comme tu l'as dit, donc il n'y a pas besoin de rajouter plus, c'est une reconnaissance. Quand on a une équipe, il n'y a pas besoin de grand-chose, c'est le respect. Et quand il y a besoin, simplement de cette reconnaissance, de leur faire sentir qu'ils ont bien travaillé, qu'ils ont fait du bon boulot et qu'ils sont là et qu'on compte sur eux et que voilà, comme tu disais, ils se lèvent le matin pour venir travailler avec toi. Et quand on leur dit qu'on apprécie, pour un patron comme toi, j'imagine qu'on se défonce. Et en fait, la reconnaissance est très, très, très important. Moi, je peux vous dire, personnellement, dans le monde du travail, j'ai connu ça avec un directeur, un directeur qui n'était absolument pas reconnaissant et en fait, qui a fait le vide autour de lui, qui avait des éléments exceptionnels autour de lui, qui sont tous partis parce que aucun respect, aucune reconnaissance. Et donc c'est à vivre, c'est invivable. Et ça peut mettre en péril son entreprise, ça met bien en péril entendu. l'entreprise. Évidemment. Merci pour vos Alors, d'autres questions. On va rester encore pendant une petite dizaine de minutes, même pas. Madame, allez-y.
Bonsoir. Alors moi j'ai une question à vous, entrepreneurs. Je voudrais savoir ce que c'est la réussite pour vous. Tu veux que j'attaque? Là, peut-être que la réussite, c'est quand la réussite, c'est que peut-être quand on commence à être reconnu, respecté de par son travail. Pas que le côté financier, c'est aussi une reconnaissance importante, mais au-delà de ça, c'est d'être reconnu dans son travail, par ses pairs également. Moi, je dirais, et ça rejoint ce que tu dis, c'est se sentir utile et heureux d'être utile. Vous avez tout dit, quoi. Non, mais d'être en phase finalement avec nos objectifs, c'est-à-dire que pourquoi on vit des moments compliqués, des moments de doute, etc. et de voir qu'il y a ce retour. Parce qu'on dit que c'est important de faire un retour, de dire ce que tu fais, c'est bien, etc. Mais quand on perçoit ce témoignage, je pense que c'est la meilleure récompense, quoi. Enfin, moi, je reverrai toujours cette maman qui me dit « mais c'est génial, mon fils, quand il a été dans le bassin, il n'a pas eu peur. Enfin, c'est génial, votre truc, etc. » Et là, ça vaut tout l'or du monde. Ça nous rassure aussi sur le fait qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Je crois que toi, c'est plutôt la satisfaction client. Il faut que je vienne te voir parce que je suis très gourmand quand même. Oui, mais je pense qu'il y a, voilà, c'est très très bon, c'est très très bon. Je connais. Oui, être reconnu et apprécié. Un exemple tout bête, moi, quand je monte faire des livraisons au village et qu'il y a les petites mamies qui me tutoient et qui me disent comment ça va, voilà, on a l'impression d'avoir réussi quand ça arrive. Voilà. Voilà. Et une clientèle fidèle qui revient, et c'est ça qui est fabuleux, la reconnaissance. Alors, il y a d'autres questions certainement parmi vous. Allez, vous au premier rang, merci. Bonsoir, merci pour vos témoignages. Alors j'avais une petite question. Est-ce que au moment où vous êtes lancé dans les premiers temps, il y a peut-être un petit élément qui a été un peu surprenant, positivement ou négativement, sur lequel vous auriez aimé qu'on vous prévienne avant de vous lancer? La vie, c'est des surprises permanentes. Alors, il y a forcément des choses où on envisage que ça va bien se passer, ça prend plus de temps que prévu, ou ça coûte plus cher que prévu, et finalement, ça peut chambouler un petit peu les plans. C'est pour ça que le fait de se fixer un petit peu une ligne directrice et ne pas trop s'écarter de son orientation de base, ça permet de ne pas se distraire. Mais j'ai pas des... Si, par exemple, nous, les premières fois qu'on a mis des vidéoprojecteurs dans l'eau, en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette start-up, c'est qu'elle a été très dynamique entre l'idée de base de créer ce projet. Ce que j'ai pas dit quand même dans cette start-up Poulon, c'est qu'on est les premiers au monde à faire ça. Et donc, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui est difficile et qui n'existe pas, qui m'excite encore plus au quotidien de trouver les ressources de le faire. C'est qu'on est les premiers, personne ne l'a fait. Et donc, la première fois qu'on a mis des vidéoprojecteurs dans l'eau et qu'on a fait des tours de table pour aller chercher 150, 200 000 euros et on a cramé 50 000 euros de matériel en 3 minutes, ben ça fait un peu chier quand même. On se dit, waouh! Et tout ça parce que le problème de conception, de connectique, etc. n'était pas suffisamment abouti. On a perdu de l'argent comme ça, mais au-delà de perdre de l'argent, on a finalement beaucoup gagné en expérience tech derrière. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent des fois nous dire, mais en fait, si personne ne l'a fait, c'est parce que c'est infaisable. Et on se pose cette question, et en fait, il faut essayer de balayer ces idées noires en fait qui nous empêchent d'avancer, quoi. Ça va rejoindre ce que tu dis, dans le sens où quand j'ai quitté l'immobilier, en fait, j'avais l'impression de ne plus faire marcher mon cerveau. Et la création d'entreprise, la bonne surprise, c'est que finalement, le cerveau, il va marcher tout le temps parce qu'on est dans la recherche de solutions, on cherche sans cesse à progresser. Quand on est à son compte, c'est quelque chose qui est vraiment décuplé par rapport à quand on est salarié, en tout cas de mon point de vue, parce qu'on est face à des défis multiples. On n'est pas juste dans un métier bien précis, on doit finalement faire un peu tous les métiers d'un coup, ou en tout cas pas mal de métiers. Et l'autre excellente surprise, c'est qu'au travers du réseau professionnel, on rencontre des personnes géniales. Le réseau, c'est hyper enrichissant. Et si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais créé bien plus tôt. J'ai trouvé ça fantastique. Ou alors je me suis dit finalement, si j'avais su ça, eh ben, j'aurais eu cet esprit d'entrepreneur dans ma carrière précédente. Mais en fait, il se passe un déclic quand on se met à son compte. C'est un peu comme si on sautait dans l'océan et que d'un seul coup, on découvrait tout. Donc ça, c'était fantastique. Donc j'aurais aimé qu'on me prévienne pour que j'y aille plus vite.
Et d'ailleurs, je salue plein de belles personnes qui sont dans la salle et qui font partie du réseau que j'ai découvert au fil de ma création d'entreprise. Là, presque au premier rang, il y a Nora, puis un peu plus loin, il y a Aline, il y a Julie, je ne sais pas où elles sont, mais en tout cas, elles font partie des super belles personnes que je suis ravie d'avoir rencontrées. William, oui, quelques mots. Oui, pas de mauvaise surprise pour moi, au contraire, Oui. des belles surprises, un épanouissement personnel, rencontrer des personnes qui m'ont fait aussi grandir, qui m'ont élevé. Donc, non, pas de mauvaises surprises, que des bonnes surprises. Parfait. Merci. Allez, on va prendre d'autres questions, celle de monsieur. Merci. Bonsoir. En tant que sportif de haut niveau, vous avez connu des phases d'entraînement, des phases de compétition, probablement 95 ou 99% de votre temps à l'entraînement. Est-ce que dans l'entrepreneuriat ou dans le travail, vous arrivez à distinguer ces deux phases et pas à être au quotidien dans la compétition ? Ouais, c'est un entraînement permanent, finalement, toutes les questions que l'on se pose. Et je pense que vous aussi, ça vous arrive. Enfin, je ne sais pas si vous le faisiez quand vous étiez sportif, mais ça ne m'empêchait pas de me réveiller au milieu de la nuit en me disant « Putain, mais là, j'ai été super nul sur l'entraînement hier, qu'est-ce que je vais faire demain, etc. » Aujourd'hui, ça continue toujours de tourner tout le temps là-haut. Mais je pense que si vous avez décidé de monter votre entreprise, c'est que vous aimez sûrement ça. On a peut-être ce côté-là où on a envie de trouver des solutions. Donc finalement, ça reste un entraînement permanent et à la fois une compétition, mais plutôt une compétition contre soi-même, hein, comme on disait, c'est d'essayer de se développer soi-même. C'est comme ça que l'on apprend, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma perception. Ça me donne envie de rebondir sur le côté forme physique et mentale. Des fois, effectivement, on peut être réveillé la nuit par des préoccupations ou par des nouvelles idées. Et il est bon de savoir couper, de pouvoir dormir quand c'est l'heure de dormir et avoir des idées quand c'est l'heure d'avoir des idées. Sinon, voilà, en fait, ça ne s'arrête jamais. Sinon, on n'a plus de recul. Et en effet, ce discernement, il est hyper important. Il y a les phases de travail, les phases de récupération. Dans le sport, c'est pareil. Il y a les phases où on s'entraîne très dur, les phases où on se repose. Et s'aérer la tête pour se ressourcer et replonger dans son domaine d'activité ou de compétences ou de sport, ça permet d'avoir ce recul et ce discernement qu'avec la fatigue, le stress, le côté anxiogène, etc., on a du mal à prendre de la hauteur et à avoir une analyse pertinente, en fait. Donc c'est important de souffler et de couper. Ouais. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais complètement. Je rentre de vacances. En fait, pendant des années, jusqu'à ce que je rencontre ma femme, je prenais jamais de vacances dans l'année. Et là, je rentre de 15 jours de vacances, donc c'est assez rare, en fait. Et je me dis, mais en fait, c'est génial ce que je fais, alors que juste avant de partir, j'avais la tête qui allait exploser. Et je suis content de revenir aux affaires. Donc ça veut dire que je suis sur le bon chemin, je crois. Ouais. Alors, il y a 8 ans, je me suis réveillée un dimanche matin. Un nouvel élan pour vous et vos équipes. Je tiens mon slogan. Oh, j'étais contente d'avoir trouvé ça un dimanche matin. Et puis, j'avais mon cerveau qui était tout le temps en ébullition. Puis, quelques années plus tard, je suis partie en Grèce chez des amis et j'étais contente de couper ce mental qui devenait finalement envahissant. J'étais trop contente pendant une phase de l'avoir et qu'il soit tout le temps en ébullition. Mais il y a un moment donné, il faut couper parce que sinon, on se régénère pas et on se fatigue tout simplement et on s'use. Donc, hyper important de gérer son mental et son physique de pair. La gestion du temps. Oui, William. Et puis, excuse-moi, William, une simple anecdote, c'est qu'une fois, moi, j'ai tendance à me précipiter quand je nageais, etc. Et en fait, en sprint, il faut pas confondre vitesse et précipitation. Et un jour, mon entraîneur, il m'a dit, il faut que tu prennes le temps d'aller vite. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'est resté et je pense qu'on peut aussi s'en servir, prendre le temps d'aller vite, de faire bien les choses pour aller vite plus tard. C'est la même chose en athlétisme où pour aller vite, il faut être très 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 relâché. Donc c'est complètement l'opposé de ce qu'on a envie de faire quand on veut aller vite. On va à fond, on bouge, alors qu'en fait c'est l'opposé. Donc c'est la même chose. Et le sport de haut niveau, je crois, nous apprend surtout à toujours rebondir et toujours trouver des solutions. Parce que quand ça nous arrive dans le sport où quelque chose ne va pas, on trouve la solution, on rebondit, que ça soit une blessure, que ça soit un coup dur. Et il y a toujours une solution que le sport de haut niveau nous a appris à nous relever et continuer. Parfait. Il y a une question juste tout au fond de la salle, de madame. Merci. Merci. Alors, quelles sont, selon vous, les valeurs les plus importantes dans le sport qui vous ont aidé à réussir votre reconversion et qui peuvent aussi aider à réussir son entrepreneuriat?
Je me permets, je l'ai en tête avant que ça me sorte. Je pense à l'équité, en fait, au respect des règles. C'est quelque chose qui m'est très cher, qui m'est très précieux, même si dans le monde des affaires, c'est souvent un petit peu plus compliqué. La compétition est rude. Mais à partir du moment où les règles sont établies, qu'elles sont connues et qu'on se dit qu'on a la même chance que celui qui est à notre droite ou à notre gauche, en fait, de pouvoir s'exprimer, en fait, pour moi, ça a été quelque chose de rassurant, par exemple. Donc voilà, je pense que dans la vie, il y en a qui ont un grand réseau, d'autres qui en ont pas, d'autres qui ont beaucoup de moyens, d'autres qui en ont pas, etc. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Donc, je pense que c'est important de considérer ce que l'on a en termes de compétences, en termes de capacités, en termes de réseau et d'idées, etc. Pour ne pas jalouser celles et ceux qui sont à notre gauche, à notre droite, mais juste envie de se démarquer soi-même. Voilà, et ce sentiment d'équité, enfin moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le sport. Oui, j'allais ajouter, c'est le dépassement de soi, mais vraiment pas par rapport aux autres. C'est tout simplement le dépassement de soi. Ça continue sur ce que tu dis. Moi, je dirais, on obtient ce qu'on mérite, dans le sens où, dans le sport, on voit ceux qui ont toujours trouvé une bonne excuse à rater cette compète ou cette épreuve, ou qui estiment qu'ils ne sont pas à leur place, qui devraient être dans l'équipe 1. Et je pense que quand on prend conscience que nos actions amènent des résultats et qu'on obtient ce qu'on mérite, et quand on crée son entreprise, on ne se cherche pas des excuses. Et simplement, on donne le meilleur et on sait si on n'a pas obtenu le succès qu'on voulait, c'est pas un échec, on a des choses à apprendre. Donc il y a cette phrase qui dit finalement, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Donc il y a cette notion de se dire je vais progresser. Si ça n'a pas marché, c'est pas que pour des causes extérieures, c'est se remettre en question et progresser. Et dans ce qui m'a aidé, tirer du sport, c'est la confiance en soi, confiance dans ses qualités, connaître aussi ses limites et pouvoir faire avec. Et ce qui a participé à me donner envie de me mettre à mon compte et de finalement travailler pour moi, c'est de voir que d'autres avaient envie de faire appel à moi, de me recruter. Et je me suis dit, mais à un moment donné, mets tes ressources à ton propre service, quelque part. Donc la confiance en soi, la connaissance de ses forces, c'est quelque chose de très important. Parfait. Allez, y a-t-il encore une ou deux questions parmi vous? Allez, je reviens vers vous. Vous avez une deuxième question, c'est parfait. On y va. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il n'y a personne qui a levé la main, alors je me permets de poser une deuxième question. J'avais une première question, mais il y a déjà eu pas mal de réponses dans ce que vous avez dit. Par rapport aux remords et aux regrets, c'est aussi un terme un peu au sujet de la vie. Vous avez été dans le sport, vous avez eu de très belles carrières. Un jour, vous avez tourné la page. Vous avez pris des décisions, que ce soit dans le sport ou dans les affaires. Aussi, vous avez parlé du cadre familial dans le sport et les affaires. C'est un enchaînement de décisions. À chaque fois, vous auriez la possibilité de vous dire « Ah, si j'avais fait ci et si cela ». Donc, j'ai tendance à dire que la vie, c'est un amas de remords ou de regrets. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et si toutefois c'est vrai ou si c'est faux, qu'est-ce que vous faites de ces remords et de ces regrets? Est-ce que c'est une énergie que vous utilisez pour éviter de refaire une erreur? Est-ce que c'est une énergie que vous utilisez pour éviter de se retrouver dans cette situation? Ou est-ce que c'est justement une idée de fuir ceci? Où se positionner? Qu'est-ce que serait votre réflexion à ce sujet-là? Merci beaucoup. Je pense que c'est surtout apprendre de ses erreurs et puis grandir comme tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de basketteur j'ai eu un entraîneur qui était absolument détestable. J'ai le regret de ne pas lui avoir dit de peur des conséquences, chose qui aujourd'hui n'arriverait plus. Je pense qu'il faut, des mauvaises expériences comme ça, on en a tous, et il faut juste apprendre et les garder à l'esprit et ne pas les reproduire. Et ça marche surtout dans l'entrepreneuriat où tout le monde est à l'écoute de vos décisions, à l'écoute de ce que vous allez décider. Et il faut être sûr de soi et avoir confiance en soi.
C'est ça, c'est les enseignements. Je pense pas que, enfin, je sais pas vous, mais j'ai pas l'impression d'avoir des remords ou des regrets, même si je suis arrivé en équipe de France beaucoup plus tard que la plupart de mes collègues. J'ai fait ma première équipe de France à 23 ans, d'autres étaient champions olympiques à 20 ans, donc j'avais ce décalage. Et je me suis dit, ben, c'est comme ça, c'est d'essayer d'apprendre pour devenir meilleur finalement. Et je peux pas regretter de ne pas avoir fait une équipe de France plus jeune ou d'avoir fait une Olympiade de plus, etc. Juste de dire, je peux faire mieux aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est cet enseignement-là que j'ai gardé de cette routine de natation, d'analyser ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire mieux, et aujourd'hui essayer de construire, de continuer à grandir, parce que finalement, ben, on grandit tous les jours et on en apprend tous les jours dans la vie jusqu'à notre dernier souffle, je pense. Oui, il n'y a pas de remords, en tout cas pas de regrets. Comme tu disais, Alain, quand je t'ai entendu souvent raconter cette histoire, où la première fois que tu essayes de te qualifier au JO, tu rates d'un 10e ou un 100e ou une 4e place ou une 5e. Enfin, il te manque absolument rien. Mais en fait, c'est peut-être à cause de cette non-sélection que les Jeux d'après, ça t'a donné cette envie et cette motivation pour t'entraîner encore plus. Et c'est peut-être grâce à cet échec, peut-être, que tu es devenu recordman du monde et champion olympique par la suite. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de regret, en tout cas dans le sport. C'est le parcours sportif. Les échecs, c'est pas des regrets, c'est un échec, mais c'est pas grave, ça permet peut-être de rebondir pour faire encore mieux. En tout cas, il faut faire attention de ne pas refaire l'erreur, puisqu'il y a eu une erreur. Mais des remords, non. Je crois que c'est ça, il n'y a pas. Exactement. Et il y a quelque chose qui me revient, c'est l'idée de ne pas faire les choses à moitié. Et j'ai un entraîneur qui me disait, plante-toi, mais plante-toi à fond. Et notamment, dans le water polo, il y a des choix à faire. Et parce que, justement, le choix est difficile, ben, on peut se planter, on peut avoir fait le mauvais choix. Mais il faut l'avoir fait à fond. Si on le fait à moitié, on est sûr de se planter, en fait. Donc, fais-le à fond, plante-toi. Et d'ailleurs, les Américains sont très forts pour ça. Et ben, ils se disent plante-toi, mais plante-toi à fond, plante-toi vite. Et puis après, apprends et rebondis et continue. Vite. Et effectivement, plus on se plante et plus on se rapproche de la victoire. Allez, nous allons prendre une dernière question dans le public, celle de monsieur. Oui, alors, merci beaucoup pour ce témoignage de vie qui fait plus que du bien en ce moment. J'ai une petite question sur la théorie des petits pas pour arriver justement aux objectifs, parce que la différence un peu entre le domaine de l'entreprise et le sport de compétition, c'est que par définition, les compétitions sont actées dans le temps à des dates bien précises, alors que dans l'entreprise, on peut plutôt faire varier, je dirais, l'échéance. Qu'est-ce que votre expérience justement de sportif de haut niveau, partant du principe que quand vous avez une échéance à 2 ans, ça se transforme par je dois faire 2 km demain matin parce que sinon je ne vais pas y arriver. Cette expérience donc de sportif de haut niveau a pu vous apporter dans le monde de l'entrepreneuriat qui lui, par définition, vise toujours un petit peu l'objectif et fait un peu l'impasse sur les moyens pour y arriver. Moi, j'ai envie de dire, je me suis toujours battu contre le temps, en fait. Et j'ai très vite, enfin, pas très vite, mais assez tardivement d'ailleurs, compris que tout ce qui n'était pas fait n'était plus faisable, en fait. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai une chance, je me lève, je suis en capacité de m'exprimer. Je ne peux rien laisser au hasard de mon entraînement. Je ne peux rien laisser au hasard de mon échauffement. Je ne peux rien laisser au hasard de ma récupération. Et l'exemple que prenait William tout à l'heure, en effet, en 2004, j'échoue ma qualif olympique pour 17 centièmes de seconde. J'ai 21 ans, je viens de mettre mes études entre parenthèses. Je gagne toujours pas ma vie. Et pourtant, je décide de rempiler pour 4 ans pour connaître la saveur de ces Jeux Olympiques. Eh bien, sans cet échec-là, je n'aurais jamais appris qu'il fallait travailler très dur tous les jours pour aller chercher cette médaille olympique, 11 centièmes de seconde devant le deuxième 4 ans après. Et donc, il fallait ce mal pour vivre ce bien. Et donc, j'ai bien compris que tout ce qui n'était pas fait n'était perdu. Donc, c'est pour ça qu'il faut être capable d'optimiser chacun des moments, que ce soit de la comptabilité, que ce soit du management, que ce soit des réunions, que ce soit de la production, etc. Ne rien laisser au hasard pour n'avoir aucun regret, justement. On en parlait tout à l'heure de ces regrets. Si je sais que j'ai tout donné et que j'ai fait du mieux que moi-même, je ne vais pas me flageller, je ne vais pas m'auto-suicider pour n'avoir pas réussi à faire quelque chose. Je n'ai pas été bon, et bien demain, il faudra que je sois meilleur. Donc moi, j'ai envie d'avoir quand même cette notion de temporalité, parce qu'au bout d'un moment, si une entreprise ou une start-up n'est pas
viable. Il faut avoir le courage de se dire non, là ça ne marche pas. J'ai exploré toutes les pistes. Je vais devoir prendre une décision qui est pas du tout facile, mais qui va être de passer à toute autre chose. Et c'est la dernière des situations que l'on a envie de connaître quand on crée son entreprise, c'est d'avoir à faire ce choix-là, quoi. Il faut de la patience parce que être pas bon à l'entraînement, ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la réussite. On n'est pas toujours bon, on peut quand même, comme tu disais, parfois être mauvais, nul peut-être. et c'est ce qui permet après c'est ce qui fait un athlète, c'est qu'on n'est pas bon tout le temps, on est mauvais et c'est ce qui permet de progresser pour faire ce qu'il faut pour progresser. Donc de la patience. Et alors de l'entraînement et aussi de la récupération. Et ça, c'est hyper important quand on est entrepreneur et donc finalement que l'entreprise dépend de soi. Le sportif, il va progresser parce qu'il s'entraîne dur, mais parce qu'il se repose assez. Vous pourrez rechercher sur Internet, ça s'appelle la courbe de surcompensation. En fait, si on s'entraîne et qu'on se repose trop, finalement, on revient au niveau initial, voire plus faible. Le but, c'est de travailler et se reposer suffisamment pour que le corps soit plus fort. Donc, il y a cette répétition, cette succession d'efforts, de repos, de bien manger, de bien dormir. Et donc, quand on est chef d'entreprise, c'est pareil, en fait. C'est cette succession d'enchaînements mis bout à bout qui fait qu'on est sur une courbe ascendante au lieu de haut, de bas et voire de burn-out dans certains cas. Donc, au jour le jour, pensez à ça. Je travaille, je me repose, je mange bien, je dors bien, je m'aère, je vois mes amis, ma famille, parce qu'il faut un peu de tout ça pour arriver. C'est une course un peu sans fin. Et donc, pour arriver le plus loin possible, dans les meilleures conditions, c'est toute cette somme. Alors justement, avant de conclure, j'aimerais que vous nous disiez tous les quatre, effectivement, on va aborder, mais c'est vraiment sera quasiment le mot de la fin, les bienfaits du sport sur la santé. Pourquoi faut-il au moins 30 minutes par jour faire du sport? Et on va améliorer ses performances sans doute au sein de l'entreprise. Alain, pourquoi? Allez, faut faire du sport. Quand on fait du sport, on a un moyen très concret de mesurer notre progression ou notre régression. Je mets une paire de baskets, je vais courir 30 minutes. Je vais faire mes 5 km. Un jour, je vais mettre 30 minutes. Le lendemain, je mets 35 minutes. Je sais très bien que les 35 minutes ont été moins productives que mes 30. Donc, c'est un moyen, justement, de générer aussi des endorphines qui vont nous permettre de mieux dormir le soir, d'avoir une bonne fatigue, comme je l'appelle. Parce que les moments où, par exemple, moi, je fais moins de sport, je me sens plus irritable, plus contrarié, plus soucieux, etc. Et donc, je pense que c'est important de faire du sport pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres. William. Ça fait du bien au corps, bien sûr, de faire du sport, à la tête, essentiellement, je crois, quand on est très actif comme vous l'êtes. Et ça permet aussi de le faire en famille, ça permet de le faire, comme tu disais, quand tu as besoin de retrouver ta famille, ça peut permettre de le faire avec les amis, avec les gens du boulot, du travail, on peut le faire ensemble. Et ça crée une cohésion de groupe, ça crée une amitié, ça crée une marque de respect tous ensemble. Et le sport, donc au-delà du sport, c'est encore plus important, donc comme je disais, pour la tête. Sylvain, pratiquant du sport quotidien, tous les jours, pour améliorer ses performances. C'est ce que vous faites, j'imagine. Je suis un très mauvais exemple. Non, mais non, ne me dites pas que vous ne faites plus de sport. J'ai complètement arrêté le sport. Ben non. J'ai fini un petit peu sur les rotules à la fin. J'avais des hernies discales et tout. Donc j'ai complètement stoppé, mais évidemment que le sport est nécessaire pour la santé, pour tout ce qui est cardiovasculaire, pour la tête, ça fait un bien fou. Il faut faire du sport au moins une fois par semaine ou faire de l'activité. Anne-Gaëlle. Alors moi j'ai arrêté 2 fois, j'ai arrêté de faire du sport. Je recommencerai jamais. En fait, le sport c'est magique. Tu dépenses ton énergie et tu repars, tu as plus d'énergie. Tu es reboosté. Par contre, faites pas n'importe quel sport. Faites un sport que vous kiffez. Si vous y allez contraint et forcé pour les bonnes raisons, c'est pour ma santé, vous n'allez pas durer longtemps. Donc, si vous n'êtes pas encore dans un sport que vous kiffez, allez explorer, allez tester. En plus, on est septembre, là, c'est le moment de tester tous les sports. Tant que vous n'avez pas celui où la question ne se pose pas, vous avez trop envie d'y aller, une copine vous propose un verre, vous dites non, j'ai sport. Tant que vous n'avez pas trouvé ce sport-là, continuez à chercher. Vos applaudissements pour nos intervenants. Alain, Sylvain, Anne-Gaëlle et William.
et votre présence. Bien entendu, le mot de la fin également pour Xavier Prince. Xavier, tu nous dis quelques mots. Bonjour, donc Xavier, moi je travaille pour la communauté d'agglo Sophia Antipolis. Merci encore pour ce que vous avez fait, pour vos interventions, la qualité des débats. Juste pour insister sur un point, tous les intervenants qui sont venus, notamment les sportifs de haut niveau qui sont là devant vous ce soir, les Landes, Victor, Marion, Nora Letoué, etc., qui sont intervenus sur le digital, Cécile aussi, tous sont venus bénévolement, donc merci beaucoup pour tous les chefs d'entreprise et pour tous ceux qui veulent créer une activité. C'est une preuve d'engagement de votre part et c'est vraiment super sympa. Philippe, merci. Avec un beau partenariat avec Cannes Radio. Merci pour ton animation. C'est l'heure aussi de remercier. Donc cette manif, le forum a été co-organisé et co-construite totalement avec les équipes de France Travail. Donc il y a Olivier Destenay, il y a Michel Martin, il y a Sophie. Juste un mot pour Sophie, c'était son dernier forum. Donc Sophie, si tu veux bien te lever, que tout le monde te voit, elle a vachement bossé sur ce forum-là. Merci beaucoup à Initiative Agglomération Sophia Antipolis parce que eux aussi, au jour le jour, sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci à tous les partenaires qui sont venus. Donc, il y avait 48 partenaires. Ça faisait quand même 80 experts qui étaient présents aujourd'hui. Merci à vous tous qui êtes venus aussi. Et voilà. Voilà. Et passez une bonne soirée. Alors maintenant, il y a le cocktail qui vous attend au premier étage quand vous sortez tout droit. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, offert par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Voilà.